bâtonnier Catherine Becquerel-Christophe. Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Grasse, représentant également Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le Procureur du Tribunal de grande instance de Grasse. Monsieur Forêt Dedelin, conseiller à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cannes. Monsieur le Vice-président de la Chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes. Monsieur le Président de la Chambre départementale des huissiers des Alpes-Maritimes. Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, représenté par Monsieur le bâtonnier Le Donne. Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers de France et d'Outre-mer. Monsieur le Président de la Conférence régionale du Grand Sud-Est et de la Corse. Mesdames et Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs. Cette soirée est particulièrement émouvante pour moi puisqu'elle marque inéluctablement l'issue de mon bâtonnat que le barreau de Grasse m'a accordé et que je vis chaque jour avec honneur. En effet, dans maintenant un peu moins de 6 mois, je transmettrai le bâton à Monsieur le bâtonnier désigné, Jean-Marc Farnetti. Je profite de cette occasion pour lui indiquer que je lui souhaite tout le bonheur que j'ai éprouvé et que je ressens encore à exercer cette fonction. Je serai toujours à sa disposition, s'il estimait utile, bien sûr, de faire appel à mes conseils. Au-delà des 18 mois de cette mission de bâtonnier, cela fait aussi 20 ans maintenant que j'exerce cette activité professionnelle. 20 ans au cours desquels la société s'est transformée, civilement, politiquement, économiquement, rendant le monde actuel plus mouvant et incertain qu'il n'a jamais été. Des concepts se fragmentent, des idéologies se recomposent, les nouvelles qui nous parviennent sont souvent indéchiffrables. Des conflits apparaissent sans issue et bon nombre d'opinions s'entrechoquent avec une virulence décuplée. Durant ces mêmes années, notre profession, comme celle de la magistrature, essentielle l'une à l'autre pour une parfaite conception de la justice, ont vécu des bouleversements particulièrement complexes qui les mettent à mal. En effet, parce que le monde est en mutation, le droit le devient aussi. Et la réforme de la fonction de juger entraîne forcément le repositionnement des auxiliaires de justice que nous sommes. Rien dans la culture juridique continentale ne prédisposait le juge à jouer un rôle de quelque importance. Partout, la souveraineté de l'État administratif était dominante et la place du juge était mineure. Le XIXe siècle nous a légué un juge intégré dans l'administration, placé sous l'autorité de l'exécutif et soumis à la loi dont il était l'exécutant muet. Or, le point commun de bien des réformes depuis une trentaine d'années en France a été de lui confier des fonctions nouvelles. Son rôle classique d'application de la loi au litige est doublement débordé. D'abord par le bas, en raison de l'engagement accru dans la vie de la cité qui démultiplie sa sphère d'influence. Ensuite par le haut, à la faveur d'un droit européen et mondial, qui en élargissant son pouvoir normatif, complexifie sa tâche. L'omniprésence du juge est enfin et surtout liée au déclin de la loi. Tant que la loi filtre les demandes sociales et s'assure de l'adhésion des citoyens, tant qu'elle accorde son projet à un corpus de valeurs communes, la loi peut rester le miroir d'une cité harmonieuse. C'est ainsi que la conjonction d'une loi puissamment intégratrice d'un État administratif a institué la société française. Les codes civils et pénals napoléoniens furent de manuels exhaustifs, clairs, cohérents, dont la valeur de constitution sociologique s'est inscrite indéniablement sur la durée. Mais ce légicentrisme s'est brouillé au fur et à mesure que le droit est devenu l'instrument actif du changement social. L'inflation législative s'est accrue pour arriver à son paroxysme depuis une quinzaine d'années, foisonnante et alourdie par des normes de plus en plus transitoires et soumises aux pressions de l'opinion. Les lois ne répondent plus à l'attente de prévisibilité des comportements qu'elles régissent. Nos sociétés, parce qu'elles sont moins homogènes et plus individualistes, demandent non des prescriptions générales, mais des arbitrages particuliers. Le juge, ainsi, dialogue, compare et construit des réponses normatives malheureusement provisoires. La norme, ainsi, ne précède plus le juge,
mais résulte de l'application qu'il fait de la loi. La loi n'est plus l'instituant collectif qu'elle fut pour la société, mais nécessite l'intervention du juge, souvent à son corps défendant, pour pallier ses imperfections, ses lacunes, souvent liées à sa vacuité rédactionnelle. Le projet de loi Macron n'en est qu'un des exemples topiques. En effet, comment concevoir que le ministre du Budget puisse réformer les professions juridiques, les mettant à l'écart de manière totalement improbable et ne tenant aucun compte des avis du garde des Sceaux qui est pourtant notre ministre de rattachement. Cela peut pourtant se concevoir dès l'instant où le droit est considéré, comme l'Europe l'a affirmé, comme étant une marchandise, un simple instrument de l'expression des droits. Cette dénaturation du droit, comme l'incompétence du législateur à rédiger des lois impersonnelles, générales et intemporelles, ont augmenté la judiciarisation par défaut. Or, un tel bouleversement s'est opéré sans modification sensible du cadre institutionnel de la magistrature. C'est ainsi que le statut du magistrat est devenu inadapté et faisait l'objet de différents rapports. Un de l'Institut des hautes études de la justice sur l'office du juge, un second sous la direction de monsieur le premier président Pierre Delmas-Goyon sur le juge du XXIe siècle, un autre rédigé par monsieur le premier président Didier Marchal sur les juridictions du XXIe siècle, et enfin un dernier a été consacré à la modernisation de l'action publique, cette fois-ci sous la présidence de monsieur le procureur général honoraire, après la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal. Ces différents rapports étaient déposés à la fin de l'année 2013. Notre propos n'est pas ici de reprendre les différentes observations que j'ai d'ores et déjà formulées lors des discours de rentrée solennelle devant les différentes juridictions du ressort en janvier 2014. Ces observations, au demeurant, n'ont plus lieu d'être, puisque le projet de loi de la Chancellerie portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle vient de nous être communiqué tout récemment. Le rapport Marchal disait le juge submergé, seul, débordé, sans moyens. Avec le projet de loi tendant à restaurer le lien de confiance entre les citoyens et les institutions de la République, la Chancellerie définit le nouveau cadre d'exercice du juge et les nouvelles orientations de la justice. C'est ainsi qu'à côté de ce premier projet de loi sur la justice du XXIe siècle, il est présenté un projet de loi organique relatif, selon son intitulé, à l'indépendance et à l'impartialité des magistrats et à l'ouverture de ceux-ci sur la société. Tout un programme. En effet, selon la Chancellerie, la justice, bien évidemment, doit être indépendante et irréprochable. Déjà, le 10 septembre 2014, Madame le garde des Sceaux présentait en Conseil des ministres 15 actions pour la justice du XXIe siècle, afin de garantir un service public de la justice plus proche, plus efficace et plus protecteur. Selon elle, ces 15 actions portent l'ambition d'une justice adaptée aux nouveaux besoins de droit et correctrice des inégalités sociales. Avec le projet de loi portant application des mesures donc relatives à la justice du XXIe siècle, le citoyen est placé au cœur du service public de la justice. Le titre premier de ce projet a pour but de rapprocher la justice du citoyen en garantissant mieux l'accès au droit et à la justice, ce dont l'État, bien évidemment, se doit être le garant dans une démocratie. Ainsi, les centres départementaux d'accès au droit et les maisons de justice et du droit sont valorisés aux côtés des associations. Ces centres départementaux auront vocation notamment à mettre en œuvre une politique locale de résolution amiable des litiges. Pour ce faire, il sera introduit en qualité de membre de droit dans les 10 centres une association œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la médiation, associations qui sont d'ores et déjà présentes dans les maisons de justice et du droit. Le procureur de la République deviendra vice-président du centre départemental afin de renforcer sa participation à l'animation de la politique d'accès au droit et d'améliorer l'articulation entre les missions. Il est aussi envisagé la création d'un service d'accueil unique du justiciable, permettant désormais à chacun, où qu'il réside et où qu'il travaille, de s'informer de ses droits, d'engager des formalités et démarches, et de se renseigner sur les procédures ou de suivre le traitement de ses propres affaires,
y compris celles relevant d'une autre juridiction. Le Code de l'organisation judiciaire sera ainsi modifié en sa partie réglementaire afin de donner au greffe une compétence géographique qui s'étendra au-delà de celle de la juridiction où il est implanté, ainsi qu'une compétence d'attribution qui lui sera propre. Le titre 2 de ce projet entend favoriser également les modes alternatifs de règlement des litiges. Il s'agit pour cela de donner les moyens aux citoyens d'être plus actifs dans la résolution de leurs conflits. Par la transaction, il est estimé que la solution sera durable, rapide et à moindre coût, mais également porteuse de sécurité juridique. Le titre 2 insiste sur l'application de la procédure participative. Il est ainsi imposé le principe d'une tentative de règlement amiable des litiges par un conciliateur de justice avant la saisine de la juridiction pour les petits litiges du quotidien qui peuvent faire l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal d'instance ou de la juridiction de proximité. Il est envisagé la création d'un diplôme d'État en matière de médiation familiale. Dans les autres matières, c'est chaque cour d'appel qui dressera une liste des médiateurs répondant aux conditions fixées par un décret, permettant ainsi de mieux recenser l'offre de médiation sur un territoire. L'article 5 de ce titre 2 modifie également les articles 2062 et suivants du Code civil qui sont relatifs à la convention de procédure participative pour autoriser la conclusion d'une telle convention même si le juge est déjà saisi d'un litige. Dans le cadre de cette convention, il sera autorisé que soient conclus des actes contresignés par avocat, préfigurant l'acte de procédure d'avocat, défini comme un acte d'administration de la preuve, contradictoire, accompli par les avocats des parties. Cet acte de procédure d'avocat devrait intégrer le Code de procédure civile. Il découle du rapport d'Elmas-Goyon, lequel avait émis l'idée de créer un outil permettant aux parties, obligatoirement assistées bien sûr chacune d'un avocat, à l'aide de différents actes, d'administrer la preuve, celle-ci, c'est vrai, constituant souvent un procès dans le procès. Il est estimé que de tels procédés seraient de nature à encourager les parties à trouver un accord plus global, partiel ou total. Ces actes de procédure pourraient s'appliquer avant la saisine du juge ou celui-ci déjà saisi, que la procédure soit écrite ou orale, les actes pouvant être utilisés dans le cadre des modes alternatifs existants ou indépendamment de ceux-ci, dans le cadre d'une procédure contentieuse. Seul impératif au recours de ces actes, la bonne foi des parties. Le titre 3 du projet concerne l'amélioration de l'organisation judiciaire pour un traitement plus efficace du contentieux. Dans ce titre, il est fait référence à l'amélioration de la qualité des services rendus par les tribunaux d'instance. Il également fait référence à l'amélioration du contentieux de la sécurité sociale et au renforcement de la cohérence de l'organisation judiciaire. Ce titre fait suite bien évidemment aux réformes des conseils de prud'homme et des tribunaux de commerce dans le but d'améliorer l'efficacité, la visibilité du traitement judiciaire des contentieux du travail et de l'entreprise. Ainsi, un certain nombre également de contentieux dévolus actuellement aux tribunaux d'instance reviendra vers le tribunal de grande instance. Le titre 4 a pour objet de recentrer les juridictions vers leur mission essentielle. Du constat tiré de l'accumulation des nouvelles missions données au juge, ayant conduit à ce que son champ d'intervention soit très large et dépasse parfois les compétences strictement juridictionnelles, ce projet de loi tente de mieux redéfinir les rôles tant du greffier que du magistrat, afin de permettre au juge de consacrer le temps nécessaire aux situations humaines difficiles et aux dossiers techniques complexes. Le titre 5 est consacré à l'action de groupe. Quant au titre 6, c'est le dernier, je vous rassure, il est consacré à la rénovation et à l'adaptation de la justice commerciale et aux enjeux de la vie économique et de l'emploi. L'idée de sécuriser la vie économique des entreprises. Suite aux différentes réformes des procédures collectives, ayant augmenté de manière significative les pouvoirs et attributions des juridictions commerciales, il est envisagé de réformer le fonctionnement des tribunaux de commerce, le statut et la formation des juges, des administrateurs et mandataires judiciaires en rendant ces derniers plus indépendants. Voilà brossées les grandes lignes directrices de ce projet de loi. Face à un tel texte, forte de mon expérience professionnelle, mais surtout de celle de bâtonnier, je n'ai jamais autant ressenti la nécessité de la présence de l'avocat dans nos sociétés en mouvement.
Dans une société fondée sur le respect de la justice, l'avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l'exécution fidèle d'un mandat dans le cadre de la loi. L'avocat doit veiller au respect de l'état de droit et aux intérêts de ceux dont il défend les droits et libertés. Il est du devoir de l'avocat non seulement de plaider la cause de son client, mais aussi d'être son conseil. Le respect de la mission de l'avocat est une condition essentielle à l'état de droit et à une société démocratique. Ce que je viens de vous lire est le premier article du Code de déontologie des avocats européens, code qui a été adopté à l'unanimité lors de la session plénière du Conseil des barreaux européens le 24 novembre 2006 et qui, depuis lors, a été intégré à notre règlement intérieur national. Pour que l'avocat puisse pleinement accomplir sa mission, d'autres articles de ce même code rappellent la multiplicité des devoirs incombant à l'avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d'influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l'impartialité du juge. L'avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger le respect de la déontologie pour plaire à son client, au juge ou à des tiers. Cette indépendance est nécessaire pour l'activité juridique comme judiciaire. Le conseil donné au client par l'avocat n'a aucune valeur s'il n'a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l'effet d'une pression extérieure. Ces règles ne sont rien d'autre que l'affirmation des principes idéologiques et pratiques nécessaires à nos sociétés démocratiques fondées sur le respect de la justice, que l'on entend de façon plus moderne aujourd'hui comme assurant la protection et la défense des droits et libertés de chacun. Vous aurez noté ainsi que les avocats européens en 2006 appréhendaient déjà les principes repris dans le projet de loi proposé par la garde des Sceaux portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle. Ces principes, nos gouvernants le savent, doivent aussi s'appliquer aux magistrats. Et il est annoncé un projet de loi organique les concernant, afin que la justice soit indépendante, irréprochable, impartiale et ouverte sur la société. Cette convergence des valeurs est pour moi un signe fort, source d'optimisme pour l'amélioration de la justice. Le droit ne peut être amené à une vulgaire marchandise, il est bien plus. Il est la projection de l'homme dans le rapport aux autres au sein de la cité. Durant cette année et demie de combat contre la loi Macron, aux côtés de mes amis de la conférence régionale, de la conférence des 100, de l'ensemble des bâtonniers au sein de la conférence nationale, j'ai pu appréhender le désir collectif et partagé de défendre les valeurs d'une justice respectée et de qualité. Dans cette lutte qui n'est plus cachée entre le ministre de la Justice et le ministre du Budget sur l'avenir du droit en général et de la justice en particulier, il est d'évidence que toute mon énergie se mettra au service des plus compétents. Nous observerons avec attention si les décrets d'application respectent les principes affirmés. Ces principes d'indépendance, d'impartialité et de respect d'une déontologie, s'ils sont ancestraux, constituent la substance de notre profession. Y être attaché n'empêche pas celle-ci d'être moderne, réactive et résolument tournée vers l'avenir. Les défenseurs de notre profession, demain, je n'en doute pas, se retrouveront certainement en maître Gaël Lecointe, notre première secrétaire de la conférence du jeune barreau, et en maître David Laïc, deuxième secrétaire de notre conférence. Maître Gaël Lecointe, né le 19 mai 1988 à Paris, ne cesse d'affirmer qu'être taureau ascendant cancer est de bon augure. Cela lui a permis à tout le moins de franchir inexorablement les embûches de sa jeune vie pour arriver à appréhender cette merveilleuse profession qu'est la nôtre. Malgré, je dois vous l'avouer, ses faiblesses en mathématiques, mais la barémisation viendra bientôt à son secours. Elle a prêté serment le 8 janvier 2014, sauvée par ses passions presque malsaines, nous dit-elle, pour la littérature, l'histoire
et les poneys. Ne me demandez pas d'explication sur le dernier. Monsieur David Laïc est quant à lui né le 7 décembre 1988 à Nice. Son enfance et sa jeunesse se sont déroulées dans la très belle ville de Vence, pas loin d'ici, et semble-t-il, selon son cursus scolaire, il s'est fait connaître par ses qualités d'excellent joueur de baby-foot, sa passion pour l'école étant quelque peu limitée. À la faculté de droit de Nice, la passion du droit s'est instillée lentement en lui, tout comme son aura auprès de la gente féminine, son acné juvénile l'ayant enfin abandonné. Il vient de prêter serment il y a à peine 7 mois et demi. Mes chers jeunes confrères, je vais vous laisser maintenant la parole pour que votre talent, reconnu par le jury de la conférence de jeunes barreaux après 2 tours, je dois vous le dire, enthousiasmants, s'exprime. Vous êtes ce soir les représentants de notre barreau. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.